Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais avant de commencer, laissez-moi vous signaler quelque chose. Ce programme n'est pas un dossier ça te dit, ni un petit ça te dit, ni même un hors-série ou un cold case, c'est juste une petite histoire destinée à vous distraire, peut-être à vous émouvoir. Cependant, attention tout de même, car le côté sentimental et bluette de cette petite histoire risque d'en attendrir quelques-uns. Je vous aurais prévenu. Alors, bonne vidéo et à bientôt pour de nouvelles histoires beaucoup moins jolies. Momotaro-san, Momotaro-san, okoshi ni tsuketa kibidango, hitotsu watashi ni kudasai na. Le moment où tout change. Celui où la personne que l'on regarde n'est plus tout à fait la même que la minute d'avant. Cet instant qui transforme un étranger ou presque en l'être aimé, du moins désiré. Y a-t-il une explication, un phénomène chimique ou une quelconque intervention divine ? Se pourrait-il que ces rencontres et ces coups de foudre fassent partie d'un grand tout, une histoire écrite à l'avance et dont on parcourt la page tout au long de sa vie ? C'était en substance ce que Marie pensait lorsqu'elle agençait les vêtements sur les étagères du magasin de prêt-à-porter dans lequel elle travaillait. À ses fatalistes rêveries, elle rajoutait souvent un soupçon d'amertume, se demandant pourquoi elle n'avait jamais connu ce moment. Pourquoi toutes ses amies, ses collègues et ses connaissances étaient mariées, amoureuses et comblées, mais pas elle. Pourquoi, sur tous les hommes qu'elle croisait chaque jour, aucun n'avait su ou pu attraper son cœur ? Elle était pourtant ce que l'on peut appeler une jolie femme, la trentaine tout juste, menue et bien proportionnée, un visage lisse et de beaux yeux noirs rieurs avec pour harmoniser le tout une élégance naturelle qui la rendait très populaire auprès de sa clientèle féminine. Bien sûr, elle avait des amourettes courtes et sans passion la plupart du temps, mais jamais elle n'avait connu cet abandon de la raison qui marque le coup de foudre et l'amour absolu. Ses amis expliquaient cela par son niveau d'exigence trop élevé, mais Marie ne voyait pas en quoi vouloir le meilleur pouvait être un défaut. Il est vrai que sa représentation de l'homme idéal était plutôt sélective. Comme une petite fille qui rêve du prince charmant, elle avait décidé que l'homme qu'elle épouserait serait grand, élégant, athlétique, riche et supérieurement intelligent, ce qui éliminait d'emblée 100% des malheureux candidats qui tentaient l'aventure. Alors, pour combler ce vide et patienter en attendant l'arrivée de l'élu, elle se perdait des heures durant dans les pages de ces magazines qui vous promènent dans les coulisses de la haute société et mettent à l'étalage les gravures de mode comme elle, les vestes et les chemises. Acteurs, chanteurs et hommes d'affaires, princes et héritiers fortunés peuplaient ses nuits et ses rêves matrimoniaux. Mais voilà. Comment rencontrer le chevalier blanc quand on travaille comme vendeuse dans une petite ville de province et que votre salaire vous permet juste de vivre correctement? Oh, bien sûr, il y avait Daisuke, le fils aîné des Moroka, qui lui faisait une cour effrénée depuis le lycée et qui était ce que l'on appelle un bon parti. Mais l'héritier de la chaîne de restaurants de nouilles lui offrait un avenir tout tracé et elle ne voyait pas comme très brillant son futur dans les vapeurs de bouillon de porc. Et puis, physiquement, ce n'était pas un Apollon, petit, rablé et presque chauve depuis l'aube de la vingtaine. Il n'y avait guère que ses costumes italiens et sa voiture de sport allemande qui le rendaient présentable à ses yeux. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'elle avait accepté une très courte relation avec lui 5 ans auparavant, pour cela et pour les cadeaux haute couture et joaillerie qu'il lui offrait presque quotidiennement avant qu'elle ne cède. Mais rien n'y fit, se promener main dans la main avec lui au vu et au su de tout, c'était impossible. Et puis il y avait son odeur, cette odeur tenace de pauvre qui a réussi et qui couvre la misère de ses racines par trop de lotion. Marie avait mis un terme à cette regrettable erreur après quelques jours et depuis, il ne cessait de la harceler, jouant tantôt sur la corde du malheur inconsolable, tantôt sur celle des promesses brillantes comme des caras. Mais plus il insistait, plus elle le trouvait vulgaire et agaçant, alors elle attendait. Elle attendait. Un beau matin de mai, elle était occupée à installer une vitrine de maillots de bain lorsque sa patronne, Madame Inoue, une vieille rombière acariâtre et liftée, lui aboya d'aller aider à la réserve. Dans la liste des choses que Marie détestait, aider à la réserve arrivait dans le tiercé de tête. Elle se résigna donc à abandonner sa vitrine en cours et prit le chemin de l'arrière-boutique du pas du condamné.
Comme d'habitude, elle était la première arrivée, juste avant 8 heures, en même temps que la vieille momie, et ce depuis 7 ans. Comme d'habitude, les vendeuses allaient arriver un quart d'heure avant l'ouverture pour le briefing de motivation et l'ouverture du magasin, et surtout, comme d'habitude, elle allait devoir réceptionner les arrivages de carton et sans doute ouvrir des boîtes poussiéreuses avec un cutter sale, peut-être se couper et certainement se salir. La dernière manutention forcée lui avait valu une coupure à la paume, coûté un faux ongle à 500 yens posé la veille et taché une jupe presque neuve. Comment séduire un prince quand on ressemble à une souillon ? Cendrillon ne fait malheureusement plus école. Mais à sa grande surprise, point de carton à déballer ce matin-là, juste une petite camionnette garée face au quai de livraison et aux portes arrière ouvertes sur des portants chargés de housses multicolores. Machinalement, elle appuya sur le bouton du monte-charge et attrapa le carnet de réception de commande toujours accroché à la même place. Jetant un œil par la porte entr'ouverte, elle put voir Madame Inoue occupée au téléphone et se glissa derrière la colonne de moteur du volet automatique pour allumer une cigarette qu'elle fumerait très vite. Avant de faire feu, elle cria à qui pourrait l'entendre que les conditions techniques étaient réunies pour procéder au débarquement des marchandises, mais personne ne répondit. Elle ne s'en soucia pas plus que cela et s'adonna à son vice tabagique avec bonheur, en profitant pour brûler un petit fil qui dépassait de son revers. « Je mets ça où, madame ?» Marie bondit, lâcha sa cigarette et son briquet en poussant un petit cri de furie. « Vous êtes fou, vous m'avez fait une peur bleue, qu'est-ce que vous voulez ?»« Juste livré, madame, mais c'est mes portants et je peux pas mettre la marchandise en tas, alors je vous demande juste où je les mets. Excusez-moi si je vous ai fait peur. » répondit le garçon qu'elle découvrait en se retournant. Il était plutôt grand et taillé en force, le physique de l'emploi, les cheveux mi-longs et collés de sueur comme son visage ruisselant. Il portait une combinaison beige aux couleurs de sa compagnie, ouverte sur un débardeur autrefois blond et couvert de traces de poussière et d'encre, cette encre des cartons qui ne sèche jamais vraiment et tache tout ce qui la touche. Dans une autre vie, elle l'aurait sans doute trouvé séduisant après un toilettage en profondeur. « Je vois. Attendez un moment, je vais chercher des portants dans le magasin. Prenez un café en attendant, il y a des jetons sur la machine. » dit-elle en lui désignant le distributeur installé à l'entrée du couloir. « Ça ira, madame, je vais vous aider, je suis déjà en retard. »« Très bien, alors suivez-moi. » Elle traversa la pièce de réception, s'engagea dans le petit couloir qui menait à la réserve et montra au jeune homme un fagot de barres métalliques entassées dans un coin. « Je crois qu'ils sont démontés, je suis navré, mais je ne sais absolument pas comment ça se monte. » Le jeune transporteur esquissa un sourire presque moqueur et prit les devants. Il chargea les tubes et ce qui semblait être des supports et des roulettes sur ses épaules et reprit le chemin du quai. Marie le suivit. Il posa le paquet improvisé au sol en essayant de ralentir la chute des éléments pour éviter le fracas que cela ne manquerait pas de provoquer. Elle nota ce geste de délicatesse inattendu pour un garçon de son genre. Il s'agenouilla et avec beaucoup d'application, il essuya le bout des tubes pour les combiner avec les structures. Ses gestes étaient précis, presque délicats. Il monta les portants en quelques minutes comme si sa vie durant il avait répété ces mêmes gestes en prévision de ce jour. Il ne lui restait plus qu'à mettre les roulettes sous les penderies et tout serait prêt. « Excusez-moi, mademoiselle, puis-je vous demander un service ?»« Oui, ça dépend. » 3 fois rien. Pourriez-vous juste soulever cette barre quelques instants que je puisse mettre les roulettes? N'ayez crainte, ce n'est pas lourd, mais j'ai besoin de mes 2 mains. Je suis désolé de vous demander ça. D'accord, je vais essayer, répondit Marie en soufflant comme un enfant à qui l'on demande de ranger sa chambre. Elle attrapa la barre du premier portant qui se présentait à elle. Effectivement, c'était très léger et elle put la soulever sans peine. Le garçon la remercia et s'agenouilla à nouveau, une petite roue de plastique noir dans chaque main, prête à terminer son ouvrage. Les genoux à terre, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur ceux de son assistante improvisée, réflexe masculin sans doute. Marie avait de belles jambes, pas sculpturales certes, mais fines et bien proportionnées. Elle en était d'ailleurs assez fière. Assez pour porter des jupes courtes chaque jour et ce jour-ci ne dérogeait pas à la règle. Les yeux du laborieux monteur ayant eu leur compte de genoux, ils s'aventurèrent un peu plus haut suivant la ligne des bas à couture noire. Ils arrivaient presque en haut des cuisses, là où le nylon des bas cédait la place à la soie de sa jupe lorsque... « Aïe et merde !» cria-t-il en secouant sa main frénétiquement et en tordant la bouche. Marie lâcha la barre et regarda immédiatement en direction du garçon qui venait visiblement de se faire très mal. Que vous est-il arrivé, s'enquéra-t-elle, mais le sang qui perlait déjà de son doigt et sa bouche tordue de douleur lui donnèrent vite une réponse. « Ne bougez pas, je reviens. » «
Non, non, ça va aller, je vais me passer la main sous l'eau froide. Vous êtes sûr? Venez, je vous amène au lavabo, mettez ça autour en attendant. Elle lui tendit un mouchoir en tissu blanc qu'elle venait de sortir de la poche de sa veste, mais voyant que le pauvre bougre ne pouvait en aucun cas faire un nœud avec une seule main, elle se résolut à jouer les infirmières de fortune. Elle prit la main blessée et d'un geste hésitant et tremblant improvisa un pansement qui, après nouage, semblait tenir. Sa main était chaude, rugueuse et épaisse, il portait une grosse chevalière à l'index qui semblait hors d'âge et sans valeur. Pour nouer le mouchoir, elle avait dû la bouger un peu et avait pris la main comme on attrape un paquet. Il la regarda timidement et lui signifia qu'elle lui faisait mal, elle s'excusa et desserra un peu le tissu. Il avait l'air gêné et s'excusait sans arrêt, Malier le trouvait presque touchant. Elle le regarda dans les yeux et y vit une lueur vive et dansante noyée derrière un rideau de larmes. Il avait des yeux d'enfant, elle ne se souvenait pas avoir déjà vu ce genre de regard chez un homme. Elle avait envie de soutenir ce regard encore et lui sourit. Il esquissa un sourire en réponse, mais sa bouche resta un peu tordue et elle sentit une crispation dans ses doigts. « Vous allez bien ?»« Oui, merci, c'est juste que ma main... » Elle réalisa soudain qu'elle tenait toujours sa main serrée entre ses doigts, ce qui, visiblement, créait une certaine douleur chez le jeune blessé. Elle la retira promptement et le prit par le bras. Elle l'entraîna à nouveau vers la pièce où ils avaient trouvé les portants agressifs et s'arrêta devant un petit cabinet fermé d'un rideau bleu et blanc. Elle le tira très vite et découvrit un petit lavabo entouré d'étagères encombrées de flacons, verres à dents et boîtes. Elle tourna le robinet d'eau froide bien vite et tira le garçon par le bras. Sans dénouer le mouchoir, elle lui attrapa la main et la plongea sous l'eau froide qui coulait abondamment. Le cabinet était étroit et elle était collée à lui, son tailleur de soie hors de prix contre cette combinaison de service taché. Ils restèrent comme cela une longue minute, échangeant des regards furtifs par le biais du petit miroir qui surplombait la vasque. Il ferma le robinet de sa main valide et se tourna. Ils étaient face à face. Elle attrapa une serviette et entreprit de lui sécher la main, mais elle ne le fit jamais. En se retournant, elle avait soudain ressenti une attraction inexplicable, autant qu'irrépressible pour celui qui, pourtant, représentait tout ce qu'elle fuyait chez un homme. Il l'effrayait, mais l'attirait irrépressiblement. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans les yeux d'un homme brillait chez celui-là, et abandonnant toute logique, elle le prit dans ses bras et posa sa tête contre son torse. Au lieu de profiter de la situation, comme l'auraient fait beaucoup d'autres hommes, il se figea et lui demanda juste « Vous allez bien ?» « Oui, merci, c'est juste que... » Et levant la tête, elle l'embrassa. Lorsque ses lèvres touchèrent celles du garçon, elle sentit une vague de chaleur envahir son corps tout entier, ses jambes se dérobaient sous elle. Son cœur s'emballait et ses tempes bourdonnaient. C'était la première fois qu'elle ressentait cela, la première fois aussi qu'elle avait envie de rester là, dans cette cabine, pour toujours, avec un homme qui ne lui offrait rien. Il passa la main dans ses cheveux et lui souleva le menton délicatement. Ils se fixèrent un instant et leurs lèvres se soudèrent à nouveau pour un long moment. Ce moment où tout change.